Pour le coup, Zora et David ont donné procuration, donc si réellement certains sont gênés par le soleil, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, ça réglera la question du soleil, mais voilà, ils ont donné proc. Transition toute faite, du coup, hein. Alors non, je vais quand même prendre le temps de vous saluer toutes et tous. Voilà, pour cette séance du conseil municipal. Prendre le temps aussi de vous demander si tout le monde est d'accord pour que ce soit Marie-Lou qui est en pleine forme, puisqu'on entend presque qu'elle, pour être nommée secrétaire de séance. Si personne ne s'y oppose, je vais lui demander donc de faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Alors, Christian Vial. Présent. Sandrine Chevalier. Et sur la route, mais elle n'a pas donné proc. Jérôme Palin. Présent. Martine Laurent. Présent. Sébastien Berriot. Présent. Audrey Cognot a donné procuration Samir. Samir El Abaoui. Présent. Julien Tavernier. Présent. Voilà, merci Marie-Lou. Alors oui, Sylvain n'a pas donné procuration, mais tout comme Sandrine, sans doute, il va nous rejoindre. Voilà. Allez, je vous propose donc de passer au premier point à l'ordre du jour, qui est le compte rendu des décisions prises entre la dernière séance et aujourd'hui. Alors elle remonte évidemment à loin, puisque c'était le 14 juin. Enfin, notre dernière séance a lieu le 26 juin, hein, mais donc les décisions se sont arrêtées au 14 juin, donc ça fait une période couvrant du 14 juin au 10 septembre. Donc ce qui nous fait, tout ça pour dire ça, beaucoup de décisions sur lesquelles je ne vais pas revenir, sauf s'il y a des questions, hein, vous en avez vu, qui ont trait, bien sûr, au 13 juillet, qui a eu lieu durant cette période-là, donc beaucoup de prestations. Moi j'aurais peut-être envie de revenir, de mentionner la 2025-60 du 24 juin 2025, puisque elle fait état d'un partenariat avec la minoterie de Le Forêt, entreprise bien sûr bien ancrée, hein, sur le territoire, qui fonctionne très très bien. À chaque fois que vous mangez de la banette, et ben vous mangez de la farine le forestoise, et qui nous a légué, qui a fait un don en l'occurrence, mais qui a dû faire l'objet d'une décision évidemment pour pouvoir l'accepter, de locaux qui étaient dédiés à son personnel, hein, de locaux de repos, qui depuis sont arrivés sur le terrain de rugby et qu'on va transformer de la même manière en local de convivialité sur le terrain. Donc ce qui explique que de loin vous voyez encore quelque chose qui est un peu moche, bien sûr, puisqu'on l'a transporté brut de décoffrage et qu'on se doit maintenant de raccorder, d'habiller pour l'intégrer complètement, bien sûr, au site qui évolue. On l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure à travers une délibération, mais voilà la justification de ce porte-à-cabin qu'on devine de loin au bord, attenant au terrain de rugby. La décision 2025-61 du 30 juin 2025 vaut le coup aussi d'être détaillée, puisque elle fait état d'un droit de préemption que nous avons exercé sur l'ensemble immobilier qui se trouve place Roger Saint-Langros. Vous demandez ce que c'est, c'est le presbytère en fait qui était en vente
par le diocèse qui faisait l'objet de velléités d'acquisition, hein, alors de la part alors on va pas les caricaturer tout de suite parce que on connaît pas forcément le projet, mais en tout cas il n'était pas intéressant pour nous, donc je disais on va pas les caricaturer de marchands de sommeil, mais en tout cas quand il y a évidemment un promoteur ou quelqu'un qui s'inscrit dans cette logique là de rachat pour transformer en appartement et les relouer, on peut toujours avoir quelques inquiétudes, d'autant plus que le presbytère en soi c'est un élément du patrimoine le forestois. Alors quand on peut le préserver, et vous qui êtes toutes et tous le forestois, vous en avez vu tomber des éléments de patrimoine, donc bon, on refait plus l'histoire, hein, parce que d'ailleurs, on sait qu'un chevalement, ça peut peser sur la sécurité et le budget d'une ville. On sait qu'un château, quand on regarde la ville de Rovarandin, ça peut aussi peser sur le budget d'une ville. Donc on refait pas l'histoire de nos châteaux et de notre patrimoine minier. Toujours est-il que quand on peut le préserver comme on l'a fait, et c'est le cas des chapelles, des écuries, des portes qui se trouvent pas très loin d'ici, des châteaux royaux, on le fait, on les entretient. Et de la même manière, ça valait la peine parce que des projets, évidemment, on en a quelques-uns en tête, de préempter ce presbytère et de ne pas le laisser filer de par son histoire et de par sa place stratégique. Pardon. Alors on reviendra évidemment sur les projets qui peuvent être mis en œuvre à l'intérieur même de ce presbytère. On est comme d'habitude, comme on en a pris l'habitude, à la recherche de subventions et de partenaires, parce que chose qui a tout le temps été dit quand on a rapatrié les services ici, notamment au moment du Covid, et les services du CCAS, quand on accueille les services de la PM, c'est pas pour les expatrier à un autre moment et à s'étendre toujours plus, c'est plus pour accueillir des partenaires à l'intérieur. Donc on travaille sur le dossier. Parfois on n'a pas le foncier, parfois on n'a pas les immeubles en question. Là on en a un avec plein d'idées en tête. Et puis une autre décision peut-être qui vaut le coup aussi d'être parmi toutes les autres, c'est la 2025-76. Non, c'est la 2025-77, pardon, du 4 juillet 2025, qui fait état d'un accord cadre avec l'Association pour un développement durable et solidaire, ADDS, parce que vous avez peut-être vu passer un monsieur dans le forêt 3 fois par jour à vélo avec un triporteur, dont la mission est d'être au plus proche des déchets, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas bien plus réactif et bien plus opérationnel. Évidemment, on va plus vite à vélo qu'à pied, et c'est beaucoup plus pratique d'être à vélo qu'à voiture. Donc du coup, c'est une mission qu'on a pour l'instant de 6 mois qui vise donc à rendre toujours notre ville plus propre. L'idée évidemment c'est de la pérenniser, peut-être pas forcément de la même moyen, de la même façon, parce que nous aussi on s'est acheté un vélo, nous aussi on s'est l'équiper, et nous aussi évidemment on s'est trouvé des personnes susceptibles de répondre aux besoins. Donc on verra bien, en tout cas ça fonctionne, parce que comme je le disais, beaucoup plus pratique, beaucoup plus fonctionnel. Évidemment, vous imaginez une voiture quand elle voit une canette sur un trottoir, elle est obligée de s'arrêter, descendre et son conducteur descendre. Bon, évidemment, vous voyez tous les avantages que peut donner cette mission, et donc c'est l'objet de cette décision. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision sur certaines autres des décisions, du coup, pour lesquelles je ne rentre pas dans le détail. Bon, après, en général, quand c'est pas dans le titre ou dans la synthèse, vous avez évidemment le contenu derrière, donc tout y est. Ok, donc je vous propose donc de passer au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal, donc comme je le disais tout à l'heure, de notre dernière séance du conseil municipal qui a eu lieu le 26 juin 2025. Alors je ne sais pas s'il y a des remarques, des demandes de précision, des demandes d'amendement aussi par rapport à ce procès-verbal. Si on n'a pas, je le mets donc au vote des présents à cette occasion. Qui est pour ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Allez, première des délibérations. Elle porte sur c'est la délibération 1.1, elle porte sur une convention de prestation de services pour la capture des chiens et chats errants sur les domaines publics. Alors, il n'y a que le partenaire qu'on précise pas dans le titre, puisqu'il s'agit de la CAC. Vous savez qu'évidemment, c'est le maire qui a compétence au titre de son pouvoir de police générale et au titre de son pouvoir de police spéciale de mettre fin à l'errance ou à la divagation des chiens et des chats. Alors
De ce fait, il existe un outil intéressant quand même sur le territoire qui est la fourrière, mais qui n'a donc pas la compétence, si ce n'est à travers cette convention, et donc la délégation de pouvoir en quelque sorte qu'on exerce à travers cette convention. Donc il est précisé quand même, je ne sais pas si vous l'avez lu, que cette convention ne s'adresse qu'aux chiens et qu'aux chats, qu'en l'occurrence les autres animaux divagants ne sont pas errants, ne sont pas de la compétence de la CAC, et je rebondis là-dessus parce que tout le monde se souvient de l'anecdote du fameux bouc du Nouvel An qu'on a dû capturer nous-mêmes et qu'on a dû héberger nous-mêmes. Alors aujourd'hui notre bouc va bien hein, pour ceux qui s'y intéressent, mais toujours est-il qu'on n'a pas pu faire appel. Alors non seulement parce que la convention n'était pas signée, mais dans tous les cas, même si elle avait été signée, la CAC ne serait pas intervenue puisque elle n'a vocation qu'à capturer les chiens et les chats, comme c'est précisé clairement dans cette convention. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions et des remarques à ce sujet. Aucune. Qui est pour adopter à l'unanimité, je vous remercie. Une autre convention, je parlais déchets, on pourrait parler dépôts sauvages, et là aussi une action de longue haleine. Hein. Vous avez peut-être remarqué près de certains cubeaux verts la vigilance, parce qu'on sait que les cubeaux verts sont sujets hein, justement à dépôts sauvages, donc la vigilance accrue, la veille qu'on est en train de développer, alors à travers certes de l'information, de la sensibilisation, de la prévention et surtout de la vidéosurveillance, puisqu'il y a des caméras nomades, alors pour l'instant qui ont été installées qu'auprès des cubeaux verts qui se trouvent près du cimetière et celui de la Cité du Bois, mais ce système vise à se déployer avec bien sûr des panonceaux qui informent quand même que déposer évidemment des déchets au pied d'un cubeau vert, c'est sujet à contravention. Hein. Alors parfois on reste sur de la caméra nomade et pas de la vidéosurveillance high-tech, hein, mais parfois les images parlent d'elles-mêmes, parfois non, les procédures sont parfois lourdes, mais en tout cas, au-delà de l'aspect un peu intox que peut faire valoir la communication, bon, il y a la caméra nomade quand même qui a été posée et qui permet voilà, d'essayer d'éradiquer un phénomène quand même grandissant, ce qui explique. Alors grandissant même si on est épargné, hein, parce que quand j'entends mes élus de la CAC, mes collègues élus de la CAC, pardon, je me rends compte que c'est partout pareil, voire pire. Mais on n'est évidemment jamais épargné par les dépôts sauvages. Et cette convention permet là aussi de responsabiliser les uns et les autres, la commune et la CAC, qui est à même d'intervenir. Alors comme c'est précisé là aussi dans la convention, hein, hors agglo. Alors hors agglo, qu'est-ce qu'on entend? Au-delà du panneau, quand il y a un dépôt sauvage, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps sur la route d'Estricourt, près de l'antenne, pour ceux qui ont pu le remarquer, qui passent par là, il y avait même un canapé de déposer en plein champ. Donc la CAC a pu intervenir et donc retirer ce dépôt sauvage, mais aussi, comme c'est précisé dans la convention, près des cubeaux verts. Alors parfois c'est une compétence clairement partagée, hein, parce que quand nos effectifs passent près d'un cubeau vert, qu'ils voient un dépôt sauvage, on va pas attendre d'intervenir. Vous avez vu en plus que c'est, je vais pas dire contraignant, mais en tout cas il y a les règles du jeu qui sont établies et on se doit de faire une main courante et un écrit de la part de la police municipale. On va parfois plus vite nous-mêmes à le ramasser. Donc en tout cas la convention elle a le mérite d'exister, au moins au niveau de l'affichage, de souligner cette attention, cette bienveillance partagée qu'on a la CAC et les 14 communes du territoire quant aux dépôts sauvages et d'une manière générale à la propreté, au cadre de vie, aux déchets et à tout ce qu'on veut avec. Voilà en tout cas sur quoi porte la convention 1-2, enfin la délibération 1-2. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques à ce sujet. Plutôt simple, voilà, en soi. Donc s'il n'y a pas de remarques, je la mets au vote. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 1-3 est une réponse, en fait. Hein, vous savez que quand la CRC présente un rapport lié à la gestion de la commune
qu'elle réalise un rapport, on se doit de le présenter bien sûr en conseil municipal, et ça a été chose faite le 17 décembre 2024, et qu'à l'inverse, nous en retour, on se doit de présenter en conseil municipal avant de les envoyer des réponses à apporter, les réponses qui ont été apportées, alors notamment à 2 recommandations et à 3 rappels au droit, puisque c'était ce qui était sorti de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Alors les 2 recommandations, alors peut-être revenir d'abord sur les 3 rappels au droit, hein. Donc puisque le premier rappel au droit faisait état de la nécessité d'améliorer la formation concernant les effectifs de la commune en veillant dans l'annexe prévue. Alors on est sur du factuel, on est vraiment sur une approche réglementaire, et donc cela a été mis en œuvre pour le compte administratif de l'exercice 2024 voté par l'Assemblée délibérante lors de sa réunion au 1er avril 2025. Et puis bien sûr que ce rappel au droit, on y sera vigilant pour les exercices à venir. Le rappel au droit numéro 2, lui, faisait état de la nécessité d'amortir les immobilisations conformément aux articles L23 21 1 et R 23 21 1 du CGCT. Là aussi, évidemment, on a pris en compte ce rappel au droit dans le budget prévisionnel 2025 voté le 1er avril 2025, et le rappel au droit numéro 3 nous demandait de constituer des provisions conformément là aussi à certains articles du Code général des collectivités territoriales, et là aussi, même si on pourra avoir une perception un peu nuancée par rapport à ce rappel au droit numéro 3, parce que moi je me souviens que quand on les avait reçus, la CRC, il nous avait notamment de demander de provisionner les risques occasionnés liés à la piscine, je pense, à Jérôme de mémoire, c'était ça, enfin on devait intégrer. Alors en général, on provisionne assez facilement des loyers non perçus, enfin c'est des risques qu'on sait mesurer. Les risques liés à la piscine, on leur avait fait valoir qu'on ne voulait pas subir la double peine, parce qu'évidemment, une provision, ça apparaît au budget en dépenses. Donc déjà, ne pas payer plus ou ne pas recevoir certaines subs ou d'avoir des coûts supplémentaires, c'en est une de peine. Et la double peine, évidemment, consiste à reprovisionner. Donc on s'était montré plutôt nuancé par rapport à ce rappel au droit là, mais on s'est justifié, on l'a écrit, et c'est ce qui fait l'objet de cet écrit dans la délibération. Et par contre, sur les recommandations, alors il y avait 2 recommandations. La première nous demandait de définir et mettre en œuvre un plan de lutte contre l'absentéisme. Alors ok, ça a été acté, entendu, et lors du comité social territorial du CST du 3 juin 2025, un groupe de travail a été constitué, en sachant qu'évidemment on ne maîtrise pas tout dans ces cas-là, hein, on est qu'un maillon de la chaîne, on est au contraire à l'autre bout de la chaîne, et avant nous il y a des agents, avant nous il y a des médecins, avant nous il y a quand même des vrais malades, et je tiens pas à être caricatural dans mon propos, mais compliqué de mettre en œuvre un plan de lutte contre l'absentéisme. On maîtrise évidemment pas forcément tout, mais en tout cas on est en train de préparer les nouvelles lignes directrices de gestion sur la période 2026-2030, et donc il y a un atelier qui porte sur l'absentéisme pour essayer de le comprendre, parce que peut-être parfois tout démarre par là, et puis de voir ce qui peut l'atténuer, même si dans tous les cas on peut constater qu'en général il n'est pas lié à un mal-être au sein de la collectivité. Donc à partir de ce moment-là, alors il y a plein d'autres mesures évidemment à prendre, hein, on est d'accord, il n'y a pas que le mal-être et les maladies d'ordre psychique ou psychologique qu'on peut retrouver dans ce cadre-là, mais en tout cas voilà, compliqué, mais on a bien sûr entendu cette recommandation et on y bosse dessus à travers des groupes de travail et le comité social territorial. Et enfin, la deuxième recommandation portait sur la nécessité d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement, et là la réponse était encore plus argumentée, si je puis dire, auprès de la CRC. Alors tout est écrit, hein, d'ailleurs quand on l'a reçu, on lui a dit mais c'est compliqué dans notre cas à nous d'établir un plan pluriannuel
pluriannuel d'investissement, parce que d'abord, nos finances ne permettent pas tout le temps d'avoir une vision à long terme sur les investissements nécessaires. Comme je le dis souvent, on fonctionne à l'opportunité, et c'est pas dégradant ou injurieux de le dire. On fonctionne par opportunité, alors dans les deux sens d'ailleurs, l'opportunité de réparer. Malheureusement, parfois, quand notre patrimoine se dégrade et il y a nécessité, urgence d'intervenir, alors c'était pas forcément prévu, mais il faut le faire. Et puis, opportunité aussi de faire à travers des subventions mobilisables. Et le meilleur des exemples, c'était, alors je sais plus comment s'appelait ce fonds, à l'époque, ce fonds de relance, d'ailleurs, il s'appelait comme ça dans le cadre du Covid, les moyens qui ont été mis à disposition, et pour relancer l'économie et les collectivités et tout ce qui va avec. Et on a bénéficié de ce fonds de relance pour, justement, la réhabilitation de l'école Marthe-le-Pape. Alors pour le coup, c'était pas forcément des travaux qui auraient pu s'inscrire dans un PPI comme on l'appelle, parce qu'ils n'étaient pas prévus, mais ce fonds de relance permettait justement d'intervenir dans les écoles, de les réhabiliter, de prendre en compte la dimension énergétique, développement durable, et c'est pour ça qu'on y a mis des panneaux, etc. Donc vous voyez la logique qui est la nôtre. D'abord, c'est les subventions parfois qui nous guident, et puis les nécessités d'entretenir. Donc ça, on l'a dit, on l'a écrit. Alors je vais pas dire qu'on avance à valo, hein. C'est pas le cas. On est en train de terminer d'ailleurs un cycle d'entretien de notre patrimoine, puisque après Louise Michel, je parlais des écoles, Marthe-le-Pape et Voltaire, il y a 3 des 4 fusées 3 des 4 étages de la fusée qui ont aujourd'hui été réalisés, hein, puisque après avoir réhabilité l'intérieur de l'école Voltaire, après avoir travaillé sur l'extérieur, le parvis avec le parking, et après avoir livré la cantine, bon, il restera toujours ces préfabriqués là-bas à l'arrière, ces annexes, et puis l'entrée qui est un peu trop confidentielle à mon goût à travailler, mais en tout cas on avance dans les écoles, donc on sait où on va et on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à Rostand. De la même manière, sur nos équipements sportifs, on en est là aussi, hein, après avoir réhabilité Courmont, après avoir réhabilité la piscine, après avoir modernisé quand même le dojo de la salle Rostand, il sera temps de se pencher sur la salle Poré, et on a la même réflexion sur les voiries, mais évidemment nos moyens font que parfois on peut pas faire ce qu'on veut, et là aussi vous vous souvenez tous de la contractualisation avec la CAC, où on avait clairement mentionné cette volonté de travailler sur la salle des fêtes. Bon, voilà, on le fera pas cette année, on le fera peut-être l'exercice suivant ou l'exercice d'après, mais on sait clairement où on va, mais on peut pas tout le temps, adopter la même cadence qu'on pourrait, qu'on voudrait, ou que d'autres villes, parce que tout est conditionné à nos moyens et aux subventions, surtout qu'on est capable d'aller chercher. Donc voilà la réponse, un peu plus courte sans doute, je pense, que mon propos qu'on a fait à la CRC sur le plan pluriannuel d'investissement, qui à peu près compris, hein. Donc nous, cet exercice, Jérôme, hein, on l'avait pris vraiment de manière très constructive, hein. De toute manière, elle a été descendue pour un contrôle de gestion. On refait pas l'histoire de 2010, mais c'était une autre époque, et elle était cette fois-ci descendue pour explorer nos comptes et faire des propositions au préfet pour équilibrer notre budget au moment de l'emprunt toxique. Là, c'était vraiment une démarche par contre constructive, où on a échangé, on a donné notre point de vue. Ils étaient dans leur rôle, on était dans le nôtre, avec notre vision. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, du coup, sur la délibération 1.3. Bon, c'est les réponses apportées à un rapport qui a déjà été présenté, je le rappelle, ici dans cette salle, au sein de ce conseil municipal. S'il n'y a pas de remarques. Alors, on fait état d'une présentation, mais ça se vote pas, je pense, hein, cette-ci. Ça se vote aussi, ce jour ? Délibération. Bon, au pire, on le vote, et puis si c'est juste prendre acte, on aura tous pris acte. Voilà, allez, on parlait fonds de concours, on parlait subventions, et donc la première, la délibération 1.4 porte sur un premier fonds de concours qu'on va solliciter au titre de la cantine Voltaire. Alors elle est terminée, le projet de territoire écologique se poursuit jusqu'à la fin de cette mandature, hein, donc il est temps de faire les comptes des deux côtés, puisque vous savez que le projet de territoire écologique repose sur la possibilité de mobiliser auprès de la CAC 2,5 millions, pour peu que nous aussi en face on ait 2,5 millions à mettre, hein, puis des projets, parce qu'il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser. Et donc au titre du PTE, on avait affiché cette volonté de créer
une cantine à l'école Voltaire. Donc je parlais qu'on des comptes à faire. Aujourd'hui on est quand même à peu près en mesure de les faire puisque la cantine a été ouverte le 15 septembre. Bon, il reste encore un petit peu à droite, à gauche, un petit peu de choses à terminer, mais le montant qu'on est en mesure de faire valoir sera pas éloigné de la réalité. Donc on est quand même sur un projet dont le montant s'élève à 706 760 euros hors taxe. En tout cas, c'est ce qu'on fait valoir dans cette délibération, qui a bénéficié là aussi de subventions de l'État au titre du fonds vert à hauteur de 100 450 euros et au titre de la DETR à hauteur de 105 000 euros. Ce qui fait que la règle du jeu du PTE, du projet de territoire écologique et des fonds de concours veut qu'on défalque évidemment ces subventions du montant initial pour pas se faire financer deux fois et qu'on se partage le reste à charge, et ce qui nous permet en l'occurrence de solliciter la CAC à hauteur de 247 033 euros, ce qui fera un montant, alors estimatif, me demandez pas les chiffres à l'euro près, aujourd'hui je vous lis les chiffres qu'on retrouve sur la délibération, il y aura peut-être des nuances, mais en tout cas on peut espérer avoir 452 483 euros de subvention, ce qui fait 65% de subvention à peu près. On espère toujours gratter plus, mais bon, voilà. Et en tout cas, on est dans ces grosses masses-là à travers cette délibération-là. Voilà. Y a-t-il des questions, en tout cas, sur la cantine Voltaire, d'une manière générale, qui tourne, alors qui a fait une moyenne, mais qui est biaisée, puisqu'on a eu les chiffres aujourd'hui du service éducation de 166 élèves sur le mois de septembre, alors qui est biaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord la salle des fêtes pendant les 15 premiers jours et la cantine Voltaire, alors peut-être avec un effet d'entraînement, une dynamique qui va se créer. Alors elle est dimensionnée pour 200 élèves, on a un peu de marge quand même, sur 300, donc c'est à peu près les proportions qu'on peut retrouver de demi-pensionnaires en général. On met pas, enfin quand les parents sont là, alors il peut y avoir d'autres enjeux, évidemment, l'équilibre alimentaire, la sécurité alimentaire, l'hygiène alimentaire, tout ce qu'on veut rechercher par les parents aussi, comme nous on le recherche, mais toujours est-il que voilà, on est sur des bons ratios, on est sur 166 pour l'instant, donc elle vit bien, tout se passe bien, tout le monde est très content, et puis évidemment, ça évite ces longs déplacements, parce que je peux vous garantir que quand il pleuvait, ils étaient vraiment longs, ces déplacements à nos élèves qui allaient depuis de nombreuses années. Alors ils sont passés par tous les sites possibles. Moi je me souviens qu'ils ont d'abord déjeuné à la cantine de l'ancien collège Paul Duez avenue Mitterrand. Après ils ont été trimballés, pardonnez-moi l'expression, au nouveau collège Paul Duez avant d'arriver à la salle des fêtes. Bon là maintenant ils sont chez eux, comme d'ailleurs les trois autres écoles, puisque on avait mis en place ça il y a en 2008, 2009, 2010, je m'en souviens plus, mais en tout cas, toutes les écoles maintenant déjeunent, tous les élèves, en tout cas, déjeunent à l'intérieur même dans les écoles, ce qui évite des déplacements, qui les sécurise, un peu plus de confort d'ailleurs, parce qu'on a le temps de manger, on a le temps de jouer, on a le temps de se reposer, on a le temps de tout faire plutôt que de remonter dans un bus, comme parfois ça peut encore exister, et aller ailleurs. Donc voilà, là aussi, quand je parlais de boucles qui commencent à être bouclées, au niveau des cantines, en tout cas, ça l'est, même s'il reste encore un peu de travail à mener. Samir, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter sur la cantine. Pas forcément quelque chose à rajouter, mais oui, forcément, du coup, 170 repas par jour, donc 2700 juste sur les 15 jours, ce qui est pas mal. Un repas de qualité, une équipe aussi à féliciter, une équipe de qualité qui met pas mal de choses en œuvre, du coup, pour rendre le repas plus joyeux, on va dire. Et aussi un gain de temps, du coup, sur la pause du midi. Ils ont plus les 15 minutes qui les amenaient à la salle des fêtes, 15 minutes aller, 15 minutes retour. Donc c'est plus agréable pour les enfants, du coup, de pouvoir déjeuner, du coup, dans de meilleures conditions. Donc merci aussi à l'équipe, du coup, d'avoir voté cette mise en place. Voilà, pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Qui est d'accord quand même pour aller chercher un peu de sous à la CAC quand même. C'est l'objet de la délib. Voilà, je vous remercie, adopté à l'unanimité. Un autre projet qui s'inscrit dans le projet de territoire écologique. Alors celui-là, on l'a appelé équipement sportif tout court.
puisque vous avez peut-être remarqué, alors j'évoquais tout à l'heure le local avenir du rugby attenant justement à leur terrain. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a des travaux en cours qui sont en train de se terminer de réfection des cours de tennis. Alors on les voit encore de loin et on les valorisera à un moment ou un autre, mais en tout cas on a procédé à la réfection. Et puis peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais il y a des améliorations qui sont apportées à droite, à gauche, des clôtures qui sont posées, des buts qui sont changés, des poteaux qui sont là aussi renouvelés, puisque pour ceux qui de temps en temps vont faire un tour au terrain de rugby, avaient pu remarquer jusqu'à cet été que nos poteaux de rugby étaient plutôt menaçants, pour pas dire autre chose, hein, bien rouillés à la base en tout cas, et donc ça aussi ça nécessitait des interventions. Bref, cet appel à projet, cet appel à fonds de concours reprend tous ces petits travaux qui ont pu être réalisés, alors ce qui explique qu'on n'est pas forcément sur les mêmes montants que la cantine ou que la piscine qui va être présentée juste derrière, hein. On est sur un montant global de 243 625 euros qui nous permet, parce qu'on a très peu de subs évidemment sur l'achat de poteaux, de buts et de renouvellement de clôture, mais qui nous, donc là on valorise aucune subvention de tierce, mais on divise clairement la dépense en deux, et qui nous permet de solliciter la CAC à hauteur de 121 813 euros. Voilà, là aussi on est sur donc un fonds de concours, comme je le disais, où on y met toutes ces petites améliorations qui ont été apportées, alors petites et grandes, hein, parfois, parce que j'ai le tableau sous les yeux pour atteindre la somme, et ça vaut le coup quand même de le préciser, puisqu'on a certes posé des pare-ballons au Stade Poré, et ça j'ai oublié de le mentionner, mais on a renouvelé aussi les jeux dans les écoles, le fonds de concours le permettait, et puis on a, et ça aussi on s'y a été engagé, à renouveler l'éclairage du Stade Poré et du stade de rugby, et à le passer en LED. On aurait pu le rentrer dans le plan lumière, on l'a rentré dans le plan sport, si je peux dire ça, les choses comme ça, et pour gonfler un petit peu l'enveloppe. Donc voilà en tout cas ce dont fait l'objet cet appel à fonds de concours. Pardon, y a-t-il des remarques, des questions là-dessus? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dernier fonds de concours, le 1.6, cette fois-ci pour notre piscine, pour la réhabilitation de notre piscine. Alors, je vais pas spolier ce que Jérôme va nous dire tout à l'heure à travers la présentation des avenants, hein. Là, vous avez bien compris qu'au vu des montants, on est vraiment sur un reliquat, bien sûr, de fonds de concours qu'on se propose d'aller chercher, puisque aujourd'hui, on est sur un montant, ça apparaît dans la délib, les comptes seront faits, on s'y est engagé, hein, de toute manière, mais on est sur un montant quand même très précis, mais pas complètement à la virgule près, de 7 553 083 euros de hors taxe, bien sûr, de travaux, sur coût compris, maîtrise d'œuvre comprise. Derrière, et là aussi on vous les présentera, et peut-être même d'ailleurs un peu plus demain au moment de l'inauguration, l'ampleur de la participation, du cofinancement mobilisé, puisque franchement, très franchement, ce sont bien les 80%, voire presque un peu plus, mais ça on va pas le dire, de subventions qu'on atteint, et en intégrant bien sûr ce reliquat, puisque on avait déjà bénéficié d'un premier million de la CAC au titre d'un vieux fonds de concours piscine qui s'appelait comme ça encore à l'époque, mais nous notre projet piscine il est tout aussi vieux que les fonds de concours de la CAC, hein, puisque ça fait 10 ans qu'elle était fermée, donc du coup on était encore sur un vieux fonds de concours, mais évidemment mobilisé de 1 million, et puis quand on fait les comptes, quand on défalque toutes les subventions obtenues, on est encore en capacité sur notre reste à charge à aller chercher 385 236 euros, et on va pas se gêner. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je parlais de reliquats. Les comptes seront faits au beau moment, Jérôme les fera peut-être, on va parler avenant, donc bref, il y a un sujet piscine là qu'on est en train d'ouvrir, et comme je disais, la transition est toute faite, mais en tout cas voilà, parmi tous les dossiers de subventions en cours, il en reste encore un voilà, à présenter au titre du PTE pour un montant de 385 236 euros. Des remarques, des questions? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Voilà, je parlais de transition. Elle est faite, Jérôme, pour la présentation des avenants. Alors, j'ai cru entendre dire que ça allait être les derniers. On en a assez parlé des avenants. Normalement, voilà. Alors, quand vous faites le compte,
leur total est bien moindre que ce qu'on a pu vous présenter. Hein. Là aussi, on est sur des reliquats d'avenants, des reliquats de travaux, des reliquats de sub. La piscine est ouverte et on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, je te laisse les présenter, ces avenants. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, vous l'avez tous remarqué, on est en fin de chantier. La piscine a ouvert avec les premiers jours de septembre et voilà un équipement qui est très bien accueilli par la population et les usagers. Effectivement, il est de coutume en fin de chantier de passer des avenants. Alors des avenants de plusieurs types. Il y a des avenants d'ajustement. Quand les travaux se terminent, on se rend compte qu'il manque un bout de faux plafond, qu'il y a des habillages complémentaires à faire. Il faut aussi, comme on a prolongé la durée de travaux, forcément la base vie, il faut continuer à la louer pour qu'elle suive toute la vie du chantier. Donc là aussi, on trouve des plus-values. Il y a aussi, vous savez qu'il y a une commission de sécurité qui passe, et donc il y a des travaux qui résultent du passage de cette commission de sécurité. Donc c'est surtout le cas sur le lot électricité. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait mettre en sécurité le local chauffage. Il s'est avéré aussi qu'il fallait remplacer la pompe de relevage dans le sous-sol qui accueillait l'ancienne chaufferie. Donc voilà, des travaux liés à la mise en sécurité. Et enfin aussi des travaux qui n'ont pas été réalisés par les sociétés. Donc on va les retirer des montants des marchés. Donc effectivement, on l'espère, la dernière salle d'avenant sur des montants relativement peu élevés. Comme je vous disais, on est surtout sur des ajustements. Donc voilà, je vais vous les lister. Hein. Pour le lot gros œuvre, c'est plus 13 115,98 €. Pour le lot plâtrerie, doublage, faux plafond, plus 543,04 €. Pour le lot équipement, vestiaire, équipement, piscine, c'est 1192 hors taxe en plus. Pour le lot peinture, 760 € hors taxe. Lot électricité, une plus-value de 12 309,50 €. Pour le lot chauffage, ventilation, 3 666,60 € hors taxe. Pour le lot traitement de l'eau, plus 6 911 € hors taxe. Pour le lot couverture étanchéité, plus 1 200 € hors taxe. Et pour le lot carrelage grès, une moins-value de 5 992 €. Donc effectivement, en fin de chantier, on peut se permettre de faire un point sur ces marchés de travaux. Alors tout à l'heure, monsieur le maire parlait des 7,5 millions dans la convention avec la convention de financement de la CAC, où on est effectivement sur une notion d'opération, où on va inclure les maîtrises d'œuvre, etc. Aujourd'hui, on ne sera pas en capacité de vous faire un bilan d'opération parce qu'il y a encore des révisions à calculer. Je pense qu'il y a aussi des pénalités qui sont encore en cours d'application. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas capable de finaliser un bilan de l'opération globale. En tout cas, à l'issue de ces avenants, au niveau des marchés travaux attribués, on peut vous préciser, donc au départ, sur les marchés qui avaient été attribués, on était sur un montant de 4 958 074 € et 73 centimes. On aboutit, à l'issue de cette série d'avenants, à un montant de 6 431 664 € et 5 centimes. Donc ça fait une augmentation de l'ordre de 29-30%, mais je distinguerai dans ces plus-values des dépenses de deux ordres. Il y a d'abord, et on l'a souvent et longtemps dit, il y a le fait qu'il y a des lots qui n'ont pas été réalisés en totalité et qu'on a dû relancer. Et il y a surtout le lot gros œuvre, donc dont le titulaire a été placé en liquidation judiciaire. Et on a relancé. Il y a le lot aussi menuiserie qui était détenu par une autre société qui, au moment de la reprise des travaux, nous a dit: moi je suis pas en capacité de refaire, donc je réaliserai pas le marché. Là aussi, ce lot 3, on l'avait relancé. Donc sur ces plus-values liées uniquement à la relance des marchés, on a 865 934,28 €, ce qui représente 17,46% de l'augmentation de l'opération. Et donc si on prend uniquement le montant total des avenants,
c'est-à-dire des modifications en plus ou en moins, ça représente 12,26% de cette augmentation. Donc tout ça, voilà. Je tenais à distinguer vraiment ce qui relève des lots qui ont été relancés et ce qui relève effectivement des avenants. Alors des avenants qui ont été, on l'a vu au cours de présentation des délibérations, qui relèvent de nécessité ou qui relèvent de confort pour les usagers de la piscine. En tout cas, voilà, au niveau des montants total des marchés, on en arrive à 6,4 millions et comme je vous le disais, viendra en temps et en heure la présentation d'un bilan définitif de l'opération, donc en intégrant les révisions, les pénalités, etc. Voilà, monsieur le maire. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la piscine d'une manière générale peut-être, ou sur les avenants proprement parlés, même si voilà, Jérôme s'est montré suffisamment explicite, je pense. Voilà, alors on se doit de les voter quand même, les avenants. Alors l'avenant 2.1 qui est pour, adopté à l'unanimité, le 2.2, adopté à l'unanimité, le 2.3, adopté à l'unanimité, le 2.4, le 2.5, le 2.6, le 2.7, on pu les faire voter, mais bon, c'était histoire de, voilà, le 2.8, le 2.9, voilà, et je ne vais pas tomber dans le piège d'enchaîner avec le 2.10 puisqu'il n'a pas été présenté. Le 2.10 porte sur le marché d'exploitation, et puis d'une manière générale, on pourra revenir sur les questions. On a souvent évoqué notre chaudière au Miscanthus, qui fonctionne. Pas un plein régime, mais en tout cas elle fonctionne. Il y a quand même eu une période transitoire évidemment entre le moment, alors vous savez que même d'ailleurs à un moment on a chauffé l'eau le temps que notre chaudière au gaz, puisque vous savez qu'il y a un double mode de combustion, hein. Il y a du Miscanthus et puis bien sûr il y a une chaudière au gaz en appoint, et dans un premier temps on a préchauffé, si on peut dire les choses comme ça, l'eau rien qu'à l'aide, en ayant recours à notre pompe à chaleur et aux panneaux solaires thermiques. Alors évidemment, c'est pas suffisant puisque les panneaux solaires thermiques servent à chauffer l'eau des douches, hein, donc pas l'eau d'une piscine. Mais en tout cas, on avait démarré tout doucement notre histoire comme ça quand elle était bien sûr pas encore ouverte au public. Après, on avait décidé de l'ouvrir, donc on l'allumait au gaz parce qu'il fallait d'abord mettre en service, en quelque sorte, et vérifier de manière plutôt protocolaire ou technique le fonctionnement de notre chaudière au Miscanthus. Et puis les délais de livraison sont pas forcément les mêmes que ceux du gaz, hein, à un moment donné. Donc il y a une période transitoire qui explique le fait qu'on ait eu recours prioritairement au gaz et qui explique donc ce projet de délibération de 10. Mais en tout cas, au Miscanthus, ça fonctionne et on espère tourner un plein régime au Miscanthus d'ici quelques semaines. Enfin voilà, il faut que tout se mette en place. Mais en tout cas, voilà, il y a du Miscanthus dans notre chaufferie et il y a donc du chauffage au Miscanthus dans notre piscine. Jérôme, je te laisse présenter l'avenant. Bah, Voilà, c'est pour prendre en compte dans le marché d'exploitation de chauffage tout ce qu'a pu vous expliquer monsieur le maire, sachant qu'il n'y a aucune incidence financière, c'est juste un avenant technique. Voilà. Des questions, des remarques? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 2.11, alors oui, pour terminer sur le sujet piscine, hein, je le disais, une ouverture au grand public, des portes ouvertes, comme on les a appelées, les 7 et 8, ou 6 et 7, je plus ça, le temps passe tellement vite, mais voilà, 6 et 7 peut-être. En tout cas, qui ont bien fonctionné, puisqu'évidemment, tous les créneaux de 9 à 18 heures étaient pleins. Donc c'est à chaque fois 30 personnes, voire plus, parce qu'il y a eu des petits filous qui s'étaient pas inscrits ou qui venaient de l'extérieur, qui se sont faufilés dans les groupes, et donc vous faites le compte, c'est plus de 600 personnes qui ont été accueillies sur le week-end. Une ouverture aux scolaires qui a suivi, alors évidemment qui correspondait avec la rentrée scolaire, donc on n'est pas forcément encore full au niveau des écoles, hein. Les écoles forestoises, évidemment, de par leur proximité, ont répondu tout de suite présence. Certaines écoles de la CAC, Courcelles est bien là, Évin est bien là. Certaines écoles de la CCPC, je vous rappelle la convention qui nous lie
lie avec la communauté de communes Pével-Carambeau qui fait que Austricourt et Tumeries ont démarré au quart de tour. Bon, il y en a encore quelques-uns qui n'avaient pas forcément intégré ou qui n'y croyaient peut-être pas complètement l'ouverture de la piscine en septembre. Et donc, on est sur 2 premiers mois de démarrage et on finit sur un planning prévisionnel alors, qui nous mène jusqu'en juin, cette fois-ci, avec des créneaux plein d'écoles qui viennent de la CCPC, de la CAC et donc de Le Forêt. Et donc une ouverture aussi grand public qui s'en est suivie une semaine après. Bon, et là aussi, comme on a eu l'occasion de le dire, alors on a bâti le planning d'abord sur la base de l'histoire. On n'a rien inventé, un planning de piscine, ça reste un planning de piscine, sur la base de besoins aussi, parce qu'en 10 ans, on a eu le temps d'entendre, d'écouter et de savoir ce que les gens voulaient, et puis sur la base aussi budgétaire de 4 maîtres nageurs. Donc évidemment, c'est comme je le dis parfois pour notre PM, pour notre police municipale, on peut pas faire 7 sur 7, 24-24, avec 4 équivalents temps plein, vous l'imaginez. Donc ce qui fait qu'il y a des activités ou des horaires qui conviennent à certains et qui conviennent pas à d'autres. Bon, après, on n'est pas obtus. C'est pas maintenant qu'on va bouleverser les choses. On se laisse bien sûr un trimestre de recul pour analyser. On sait ce qui marche très bien. Et je parlais tout à l'heure d'une montée en puissance au niveau des scolaires qui fait que au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de l'année scolaire, on va finir vraiment en plein et c'est complètement rentré dans l'esprit, si ce n'est que les écoles avaient parfois pour septembre et pour octobre au moins, c'est ce qu'on a pu constater, prévu autre chose, mais elles reviennent très vite à la charge. Les créneaux d'aquagym eux sont saturés au point où on est en légitimité de se poser des questions, mais ils sont saturés parce qu'ils sont pleins, on ne sait plus avoir un créneau. Donc voilà, tout ça fera partie de la réflexion à faire venir. Les leçons, évidemment, ça marche beaucoup aussi, mais on attend l'arrivée du club de natation qui est en train de se relancer, sans doute pas avant la Toussaint, mais qui est en train de se relancer pour voir le nombre d'enfants, d'élèves, de leçons d'apprentissage qui vont pouvoir être assurées et qui pourra aussi faire bouger le curseur. Bon, pour analyser tout ça, pour analyser tout ce qui marche et tout ce qui marche peut-être moins bien, pour faire bouger le planning comme on l'a fait par ailleurs. En tout cas, évidemment, l'idée aujourd'hui, c'est évidemment pas, et Jérôme parle pour moi, d'embaucher un 5e maître nageur. On était parti sur 4, on a un coût de fonctionnement à maîtriser. Là aussi, tout à l'heure, Jérôme évoquait la transparence des coûts au niveau de l'investissement. Bon, on aura la même transparence vis-à-vis des coûts de fonctionnement, mais c'est évidemment pas au bout de 15 jours qu'on modifie les plannings ou qu'on tire des conclusions hâtives sur les coûts de la piscine. Aujourd'hui, ça rentre. Il y a ce qui rentre bien, il y a ce qui rentre pas aussi bien. Bon, on changera notre fusil d'épaule si besoin, mais comme je le disais, comme ça a pu se faire avant sa fermeture, où il y a des créneaux qui bougeaient, des choses qui étaient interverties, etc. Mais tout ça sera sujet à analyse. Bon, au moins au bout d'un premier trimestre, on n'en est qu'au bout de 15 jours, là, quand même. Voilà. Et donc, inauguration officielle demain. Je parlais de l'inauguration moins officielle, mais au moins durant ce week-end-là, la piscine était rendue au Le Forestois. Bon, il fallait aussi qu'on la fasse visiter à ceux qui ont financé. J'ai parlé tout à l'heure des 80% de financement. Bon, vous imaginez que quand on met autant d'argent dans la balance, on a envie aussi de la voir. Donc, ce sera le cas demain à 17h. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de passer au sujet suivant, à la délibération suivante, à la 2.11, qui porte, alors on en a passé beaucoup, des garanties de prêt au fur et à mesure, bien sûr, des projets. Vous savez que les bailleurs sont tenus d'obtenir des garanties quant aux prêts qu'ils contractent quand il y a la construction de nouveaux logements. Donc là, on parle de Plaisance, on parle d'un prêt contracté à hauteur de 5 260 366 € auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, avec cette demande ou cette obligation qui nous est faite de garantir à hauteur de 20% le prêt, puisque le reste est garanti par le département.
En tout cas, bon, comme c'est précisé dans la délib et comme c'est précisé dans le document qui est attenant, c'est bien de 20% dont il s'agit et donc correspondant voilà, au montant de notre garantie d'emprunt. Évidemment, c'est pas un nouvel emprunt qu'on contracte, hein, on n'est que garant dans cette histoire. Voilà, un exercice plutôt habituel, je le répète, dès qu'il y a des nouvelles opérations de logement sur un territoire. Voilà, des questions, des remarques à ce sujet? Aucune qui est pour. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On en arrive à la modification des tarifs du cimetière. Alors rien ne change jusqu'à la dernière ligne. Donc là, tout est expliqué, plutôt simple à comprendre, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. On demandait une participation à prix coûtant aux familles concernées par un défunt dont les cendres étaient déposées au jardin du souvenir et qui donc souhaitaient avoir une plaque au nom du défunt. Hein, pour ceux qui fréquentent malheureusement le cimetière ou le jardin du souvenir, vous avez tous vu deux monuments qui malheureusement se remplissent près du jardin du souvenir avec les plaques donc des défunts, comme je le disais. Et puis donc c'était un prix coûtant, sauf que le prix coûtant il évolue. Donc du coup on se doit de modifier. Il évolue d'ailleurs presque du simple au double, hein, puisque quand on demandait 25, on se doit aujourd'hui, si on veut rien prendre à notre charge, hein, mais c'est ce que je vous propose, c'est déjà du prix coûtant, on se doit de demander 56 € aujourd'hui pour une plaque donc gravée au nom du défunt dans le jardin du souvenir. Bon, il n'y a pas de plus-value là-dessus, mais il n'y a pas de perte non plus, si je peux dire les choses comme ça, même si... voilà, je le dis avec beaucoup de pudeur, puisqu'on parle évidemment d'un cimetière et des défunts. Pas de remarques là-dessus? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Allez, on passe à quelques délibérations concernant nos associations, et c'est Martine qui va les présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, comme tous les ans, et pour parfaire les quartiers d'hiver de cet hiver, hein, on n'a pas encore défini les dates, ça va être bientôt défini. Il s'agit de soutenir l'association qui va apporter son soutien à cette manifestation. Et l'association, c'est le comité des fêtes du Planty pour les quartiers d'hiver de 2025. Donc, on se doit de donner une subvention d'un montant de 500 € à cette association. Je vous remercie. Voilà, merci, quelque chose d'habituel. Hein, aussi, avec l'association porteuse qui change les dates, comme Martine l'a précisé, mais qui permet aussi à l'association concernée, hein, porteuse pour la ville et pour l'ensemble des autres associations, d'aller chercher des subventions ailleurs et au niveau de la CAC notamment. Chose qu'on serait pas, nous, forcément capables de faire en tant que commune. Donc, du coup, elle est en mesure d'émarger à certaines subventions attribuées. Donc, ce qui explique que tous les ans, on identifie des assos porteuses, qu'elles portent les dépenses et à qui donc on attribue une subvention, sauf si vous y voyez un inconvénient. Mais si on n'a pas, je la considère cette délib comme adoptée à l'unanimité et donc Martine peut poursuivre. Merci, monsieur le maire. Donc, en fait, cette délibération 4.2, c'est concernant la subvention, toujours pour soutenir l'association du comité des fêtes du Planty pour cette année, et pour organiser ces 2 journées des droits de l'enfant 2025. Alors, les journées, elles sont bien établies, c'est le jeudi 20 novembre et le vendredi 21 novembre. Et nous demandons l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 700 € pour parfaire ces 2 journées de sensibilisation. Voilà. Qui a toujours un gros fort succès. Hein. Ouais, évidemment, on n'est pas sur la même thématique, hein, on parle des droits de l'enfant, alors que tout à l'heure on parlait de Noël. Bon, tout aussi louable, hein, pour le coup, puisque dans tous les cas, ça mobilise et des enfants et des associations qui font état de leur savoir-faire. Même montage, il n'y a que les montants qui changent, mais le principe est le même. Hein, on attribue une subvention à une asso porteuse de manière à ce qu'elle, de son côté, aille chercher un peu de sous aussi du côté de la CAC. Voilà, des questions, des remarques sur l'action en elle-même, hein, vous pouvez aussi en avoir peut-être, qui sait, sur les droits de l'enfant. Bon, c'est quelque chose qui fonctionne comme Martine le disait. Pas de remarques, adopté
à l'unanimité. Allez, délibération 4.3, convention de partenariat d'accès aux services. Alors là, on est sur une convention purement formelle qui fait état bon, des responsabilités des uns et des autres. Hein. Si vous avez lu la convention, vous voyez qu'un article 3 porte sur les engagements de la commune et notamment sur des heures d'ouverture qu'on se doit de faire valoir, de la place dédiée, aussi de collection. Alors c'est des choses qui font l'objet après, derrière, de subventions. Alors au-delà, évidemment, d'afficher un partenariat avec le département sur la médiathèque, et donc je parlais des obligations de la commune, mais il y a aussi celle du département qu'on retrouve à l'article 4, et notamment celle d'accorder beaucoup de bienveillance dès que on demande une subvention. Et donc voilà, donc cette convention, en fait, valorise un partenariat, valorise une politique culturelle. Vous savez que notre médiathèque, au même titre que les 13 autres, font partie des 13 autres de la communauté d'agglo, du réseau communautaire des médiathèques, qui veut qu'aujourd'hui, on l'a peut-être oublié depuis le temps, mais que les médiathèques sont libres d'accès, sont gratuites. Alors, tout à l'heure, on évoquait du coût de fonctionnement de la piscine, et on l'a défendu à un moment en disant c'est un service public qu'on se doit d'assumer, comme d'autres assument un cinéma ou une ferme pédagogique. La médiathèque aussi, c'est un service public, alors qui coûte, évidemment, puisqu'il ne rapporte rien. Donc, par définition, il est déficitaire, mais en tout cas, c'est une politique assumée, en tout cas, je le pense, par l'ensemble du conseil municipal et à travers cette convention par le conseil départemental, de rendre accessibles nos médiathèques et puis de proposer tout ce qui s'y passe. Quand on l'a voulu, quand on l'a ouverte, quand on l'a rénové cette médiathèque en 2014, on l'imaginait comme un lieu que des assos pouvaient s'approprier, que les écoles, et Dieu sait, aujourd'hui, je vois passer les courriers, je parlais de rentrée scolaire tout à l'heure, on nous demande déjà des disponibilités pour mai, pour juin, pour des restitutions au collège, pour des restitutions dans les écoles élémentaires, etc. Donc oui, les gens se l'ont bien approprié, les ateliers qui sont mis en place pour le grand public, là d'une manière aussi générale, fonctionnent, et puis il y a toute cette programmation sur laquelle parfois on a l'occasion de revenir à travers les décisions tout à l'heure que j'ai survolées, mais aussi plus précisément à travers quand on assiste sur certaines de nos actions. Donc voilà, une politique culturelle qui a le mérite d'exister avec nos moyens et à travers un partenariat avec le conseil départemental. Des questions, des remarques sur cette convention qui est purement formelle. Ce qui compte, ce qui est le plus important peut-être, c'est ce qui en découle et les actions concrètes qui sont mises en place dans ce cadre-là. Pas de questions, pas de remarques. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. 4.4, subvention exceptionnelle aux assos pour le 13 juillet. Voilà, donc il s'agit d'indemniser les associations qui ont participé au fabuleux défilé du 13 juillet. Et donc de les indemniser de 200 € pour chaque association. Voilà. Voilà, donc il y en a 18. Je n'ai pas tout énuméré. Non, on va pas les énumérer toutes. Tout le monde a compté de toute façon ce jour-là, le jour du défilé, donc il n'y a pas de souci. Préciser qu'il y en a 18 dans cette délib, qu'il y en avait 10 autres extérieurs, si on peut les qualifier comme ça, tellement maintenant elles font partie des murs aussi. Et donc voilà, donc ça faisait un beau défilé. Enfin, pour ceux qui étaient au bord de la route, ont pu s'en rendre compte, ont pu en profiter. Parfois, vous avez la double casquette, donc élu et triple casquette, élu, habitant au bord des routes et aussi participant au sein des associations. Vous préférez l'une ou l'autre, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, chacun a pu s'en rendre compte de l'intérieur ou de l'extérieur de la qualité du défilé de cette année. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. Bon, c'est une délib qu'on a l'habitude de passer tous les ans. Donc, pardon ? Il y a ceux qui la votent pas. Oui, et puis oui, merci de me le préciser, parce que je parlais des triples casquettes ou des doubles casquettes, et qui ne peuvent donc pas forcément voter la délibération quand ils sont présidents ou trésoriers des associations concernées. Voilà, donc à vous de réfléchir maintenant. Qui est pour ? Voilà. Il y a trois présidents, un trésorier. Non, mais voilà. Oui. T'en as 4 de présidents. Ouais, il est quatrième. J'ai compté Bruno, j'ai compté Elodie, j'ai compté Marilou. Et moi.
Et toi, pardon. J'ai pas compté toi. C'est parce que j'ai du mal à... J'ai du mal à... Enfin, voilà. Bref. On y est pour les comptes, c'est bon, le compte est bon. Voilà, donc délibération adoptée et surtout subvention adoptée. Allez, la délibération 4-5, convention d'accompagnement à la création. Je parlais tout à l'heure de politique culturelle. On en a le reflet ici à travers cette délibération, puisque j'ai parlé atelier, j'ai parlé ouverture vers l'extérieur, j'ai pas parlé forcément d'accueil en résidence de troupes, mais c'est toujours bien vu aussi du côté du département d'accueillir des troupes en résidence. Donc le principe est plutôt simple, on leur offre l'accueil de manière à ce qu'elles préparent un spectacle, et à travers justement cette convention d'accompagnement à la création d'un spectacle, on a un bon à tirer en quelque sorte sur le spectacle pour la programmation à venir. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera, si tout se passe bien, évidemment à l'occasion de la médiathèque fait son cirque. Ils vont s'y préparer, à la médiathèque fait son cirque. Alors nous, évidemment, on participe à hauteur de 500 € à la définition et à la création du spectacle, au-delà de l'hébergement. Et puis après, comme je disais, alors on n'a pas forcément un bon à tirer de zéro, mais on a un coût qui est largement diminué par rapport à la presta normale qu'ils vont vendre ou qu'ils vont proposer, c'est peut-être un terme un peu plus correct, qu'ils vont proposer après à d'autres communes. Bon, des résidences, les accueils en résidence, on en fait très régulièrement. Bon, là c'est une compagnie qu'on n'a jamais reçue, je pense, en tout cas, mais que je vous propose en tout cas de recevoir pour ce coup-ci. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. Aucune, je vous remercie pour eux. Modification des tarifs piscine. Alors pas grand chose à dire, évidemment, heureusement d'ailleurs, par rapport au tableau qui avait été présenté, si ce n'est que on s'est proposé d'intégrer un stage natation pour les moins de 16 ans, 5 séances en une semaine, tout est dans le tableau, et les tarifs, vous les avez. L'opération été, juillet, on en a profité pour la mettre également. Et puis aussi, parce que je parlais tout à l'heure de demandes à travers les écoles qui n'ont pas forcément démarré au quart de tour, mais qui arrivent tout doucement. Mais on a aussi des demandes d'instituts spécialisés, et évidemment, on n'allait pas faire payer l'entrée aux accompagnants, mais tout ça doit s'écrire. Donc il est précisé que les accompagnants peuvent être gratuits quand ils sont évidemment de l'Euphoret, quand ils viennent de l'extérieur, c'est un tarif moindre, mais enfin en tout cas, c'est une tarification établie qui permet d'accueillir les instituts spécialisés. Voilà. Et là, il y en a quelques-uns qui attendaient avec impatience l'ouverture de notre piscine. J'ai croisé les Cyclades le jour où j'ai été faire mon petit tour, et puis il y en a bien sûr d'autres, d'ailleurs, de Pont-à-Marc, etc. Enfin, qui comme je le disais tout à l'heure, ont démarré au quart de tour. Voilà, des questions, des remarques là-dessus? Aucune? Qui est pour? Évidemment, ces petits ajustements. Je vous remercie. La délibération personnelle, là aussi, ce n'est qu'un ajustement. Vous savez qu'on se doit, au moment de la présentation du budget, de l'adosser, bien sûr, au document avec vraiment toutes les modifs conséquentes. Là, on est sur une évolution des horaires, mais qu'on se doit d'appliquer dès maintenant en réponse aux besoins, parfois, plutôt que d'embaucher. Alors, vous savez qu'on a recours à l'externalisation. Tout à l'heure, je parlais d'ADDS qui intervient sur la propreté urbaine, mais qui intervient aussi sur la propreté des locaux. DIE, ça faisait l'objet d'une décision, et notamment d'un avenant ou d'une modification, intervient aussi sur nos espaces verts. Et à l'inverse, quand on peut augmenter le volume horaire de nos agents plutôt que d'avoir recours à l'extérieur ou de recruter en interne, on le fait aussi. Donc là, on est sur des modifications d'horaire, des passages à temps complet en l'occurrence pour les 4 agents concernés. Voilà. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Évolution des horaires. Vous avez à gauche les anciens volumes horaires, et à droite le passage à temps complet. Bon, rien de bien transcendant dans cette délibération, sauf si vous avez des questions, des remarques. Qui est pour?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, la dernière délibération, là aussi c'est du classique, hein. Elle porte sur l'adhésion à la convention de participation santé proposée par le CDG 62. Vous savez que les agents ont la possibilité d'adhérer à la mutuelle de groupe, si on peut dire les choses comme ça, qui est proposée donc par le centre de gestion 62, hein, donc qui est la MLNT, qui propose donc une offre de protection sociale, dont la prise en charge peut être en partie prise en compte par la commune. Alors, elle est de 15 € par agent, je crois, et par mois pour les agents adhérents, c'est la MNT. Alors, mais un peu comme dans le privé, hein, soit on adhère à la mutuelle qui est proposée, soit on n'y adhère pas et on n'a malheureusement pas l'aide. Enfin, en tout cas, c'est cette adhésion-là qu'on vous propose à travers cette délibération-là. Y a-t-il des questions, des remarques? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, on en a fini avec l'ordre du jour. Alors, j'ai évoqué l'inauguration, donc je reviendrai pas là-dessus. Peut-être brièvement, parce que signe de notre dynamique, je parlais de la piscine, des projets et de tout ce qu'on veut d'autre, mais nos aînés se portent bien aussi sur le territoire, à tel point qu'on se doit de délocaliser ou de relocaliser, je ne sais pas quel terme utiliser, notre banquet des aînés qui se faisait jusqu'à maintenant à la salle des fêtes, mais qui, au vu de son succès, se fera ce dimanche, Sandrine, à la salle Courmont. Tout à fait. Oui, juste effectivement pour compléter, parfois on peut parler de lancement de programmation à la médiathèque, mais nous on va lancer la programmation de nos semaines bleues qui vont durer 15 jours. Alors je ne vais pas détailler tout le programme parce que tout le monde l'aura dimanche, mais on retrouve des moments festifs, des spectacles, cinéma, de l'activité physique, puisqu'il y a une sortie aussi, une sortie à la piscine. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Mais comme disait Monsieur le maire, effectivement, il est fait bon vivre à Le Forêt, puisqu'on a de plus en plus d'aînés qui vont nous rejoindre au repas. Pour vous donner quelques chiffres, quelques dernière, on avait 247 participants et on arrive à plus de 310 personnes aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut que s'en féliciter, se réjouir de ce chiffre. Donc on va passer un bon moment dimanche pour lancer nos semaines bleues. Donc voilà, on se donne rendez-vous dimanche et pendant 15 jours d'animation pour nos seniors. Voilà, et Sandrine évoquait les semaines bleues. J'ai envie de dire que c'est tous les jours ces semaines bleues à Le Forêt, puisqu'on sort d'un frite moule qui a réuni 140 personnes, je crois, au foyer ce midi. Donc qui a évidemment bien fonctionné puisqu'il ne concernait pas que les résidents mais bien tous les autres aînés qui ont répondu à l'appel, et puis d'un marché, une initiative innovante qu'il faut rendre au service puisque c'est venu d'eux, et notamment du personnel de la résidence autonomie qui a proposé pour la première fois un marché des artisans qui s'est très bien passé, et là aussi pour lequel nos aînés ont répondu présent. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres infos à passer de manière collective. Je sais que Françoise en a une, elle m'a passé le téléphone, mais elle va le faire elle-même du coup. Et puisqu'on a la chance d'avoir à Le Forêt, alors elle l'est plus Le Forestoise maintenant parce qu'on reste pas longtemps Le Forestoise quand on a la qualité d'une joueuse internationale, mais on a en tout cas une joueuse qui nous rend visite. On en a plusieurs, ouais, mais au moins on en a une. Je l'ai vue tout à l'heure, elle sera là à l'entraînement à 17h avec les filles. Voilà, elle s'appelle Ina, mais alors le nom, Oui, on l'a vu sur... je ne m'aventurerai pas à le prononcer. Elle joue à Bordeaux. Maintenant, vous avez peut-être suivi ça sur les réseaux sociaux. Elle joue bien sûr en équipe de France. Elle fait du rugby. Ouais, en équipe de France et à Bordeaux. Et elle est passée par Le Forêt comme son frère qui s'appelait comment Sébastien, tu t'en souviens toi? Acelo. Ouais, Acelo qui est passé par le Racing Paris, puis qui est à Nevers maintenant, je crois, un truc comme ça. Mais enfin, en tout cas, voilà, Le Forêt s'est formé des bons rugbyman, des bons tennisman, comme Sylvain aussi. Et donc, voilà, c'était le mot de la fin quand même. Un petit peu voilà. Pour ceux qui arrivent en retard, on a le droit de les chambrer. Hein. Voilà, en tout cas, merci de votre attention. Bonne soirée, bon retour. À demain, j'espère.
pour l'inauguration, banquet des aînés pour ceux qui le peuvent, et puis vous savez que octobre, novembre, décembre, en général, sont des mois propices à la fête, aux rencontres, aux manifestations, et donc on ne manquera pas l'occasion de se rencontrer avant un conseil municipal en décembre, sans doute, puisqu'on est tenu réglementairement d'en faire un, mais on se pose encore la question de la présentation des budgets en cette période, etc. Donc on se reverra formellement dans cette salle, en tout cas, en décembre. Voilà, merci, bonne soirée.